Nico, tu veux nous parler un petit peu d'art, mais pas n'importe quel art. Alors ouais, tout à fait. Alors on va parler de sport et d'histoire, mais on va pas parler de Mmh. l'histoire du sport ni du sport dans l'histoire. En fait, on va parler d'une pratique sportive actuelle qui concerne des disciplines anciennes et on va parler d'arts martiaux historiques européens. Donc en fait, ces arts martiaux historiques européens, c'est connu sous l'acronyme AMHE et du coup, on va voir un peu de quoi il s'agit exactement. Donc cet acronyme et ce nom, en fait, ça va désigner deux choses. Déjà, ça va désigner l'ensemble des arts martiaux européens qui sont aujourd'hui disparus et la pratique actuelle de ces arts martiaux. Donc un peu la revivance de ces disciplines-là. Donc cette pratique, elle va être double, elle est à la fois sportive et historique, dans le sens de la recherche et de l'expérimentation. Est-ce que vous avez déjà une idée, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent quand on parle d'arts martiaux historiques européens, là tout de suite? La rapière, Mhm, tout à fait, Effectivement, tout ce qui est Le escrime. combat médiéval. Ouais. exactement. la lutte gréco-romaine. Alors, pas vraiment, parce que ça fait partie du sport actuel. D'accord, ok. La savate. La savate non plus, c'est un sport qui est actuel. Faut vraiment prendre des Que sports ce qui soit ne. disparu. D'accord, ok. Voilà, bon, on va... Je sais pas, Est-ce que les tirs à l'arc anciens ou à l'arbalète anciens peuvent compter? Alors, je pense... Pas un art je martial crois en que enfin, soi. ça existe, il y a le tir à l'arc à l'ancienne, mais je sais pas si ça fait partie de la discipline. En tout cas, ça peut être D'accord. super intéressant de se renseigner là-dessus. Donc moi, pour D'accord. ma part, j'ai une petite expérience d'une année dans ce milieu, donc ça va être aussi l'occasion de vous faire un retour par rapport à tout ça, et on va recontextualiser, et je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Donc, on connaît tous plus ou moins les arts martiaux orientaux, qui ont connu par la suite des branches sportives dès le début du XXe siècle, notamment ceux qui proviennent du Japon. Ça peut Oui. être le cas du judo, qui est un sport qui dérive lui-même de la pratique martiale qui est le jujitsu, qui est devenu aussi depuis un sport également. On connaît également le kendo, qui dérive du kenjutsu, et etc. C'est ça pour pas mal de choses venant d'Asie. Donc tout ça, ça a participé à la conservation et à la mémoire de ces pratiques, ainsi qu'à leur diffusion et à leur reconnaissance sur l'échelle internationale. Elles se sont plus ou moins adaptées à l'époque contemporaine, en tout cas il y a toujours eu des gens qui s'y sont intéressés pour faire vivre ces pratiques sportives, et c'est même reconnu à l'échelle olympique, ce sont des disciplines olympiques. Mais D'accord. ce qui va être intéressant, c'est que nous, on va se concentrer sur l'Europe. Et en Europe, on a aussi des sports qui sont issus de pratiques martiales anciennes, comme l'escrime sportive actuelle, qui est issue d'une longue tradition d'escrime par le passé, ou alors même des pratiques d'autodéfense, comme la savate, qui a à la base l'autodéfense et qui est un sport actuel. Mais c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Quand on va parler d'arts martiaux historiques européens, en fait, on va chercher l'origine de ces pratiques qui ne sont pas à la base sportives, mais bien militaires, et donc en lien avec une époque et une société donnée précise. Ah, Donc d'accord. là, en l'occurrence, notre champ de recherche, ça va être l'Europe, et ainsi on va s'intéresser par exemple aux ancêtres de l'escrime, comme la pratique de l'épée longue, la pratique de la rapière, du sabre, mais aussi à d'autres armes qui sont plus du tout utilisées, comme les armes d'ast, ou alors certaines formes de lutte, le combat à cheval, etc. D'accord. Donc ça va poser un problème qui est que ça fait parfois plusieurs centaines d'années que les derniers maîtres d'armes, ils ont disparu, ils sont morts. Donc du coup, il y a tout un travail de recherche qui va être intégré au processus pour faire revivre ces disciplines-là. Et donc c'est là que les méthodes de l'histoire vont rentrer en jeu. Donc l'histoire en tant que discipline, pour rappel, Mhm. c'est la compréhension des sociétés humaines par l'étude de sources, qu'elles soient textuelles, écrites, artistiques, iconographiques, etc. Et avec notre sujet d'étude, on va aussi se rapprocher des méthodes qui sont travaillées, exprimées dans ce qui est l'archéologie expérimentale. Pareil, petit rappel, l'archéologie, ça a les mêmes objectifs que l'histoire. Ce sont deux disciplines qui vont être intrinsèquement liées, mais pour l'archéologie, il va s'agir de l'étude des artefacts et des vestiges matériels. En archéologie expérimentale, on va chercher des solutions vraisemblables à des problèmes par rapport aux connaissances que l'on a de sites, de populations, etc. Et elles n'ont pas vocation à prouver quoi que ce soit, mais seulement à tester des hypothèses, à affirmer ou non leur plausibilité, afin de mieux comprendre un contexte donné, un contexte historique, archéologique. Donc vous connaissez sûrement la taille de silex, je pense Oui. Marc, tu dois Oui, connaître un petit peu. oui. L'archéologie On peut expérimentale, aussi... c'est un grand truc en préhistoire, en tout cas. Parce que vu qu'on n'a pas de source Exactement, écrite, ouais. on est obligé d'expérimenter. Tout à fait. Voilà, comme exemple, j'avais aussi mis par exemple le déplacement de pierres mégalithiques. Pareil, ça c'est des choses qui sont testées dans l'archéologie expérimentale. Ça va être à peu près la même chose, en tout cas ça part de la même volonté pour les arts martiaux historiques européens, qui en plus d'apporter une pratique physique,
sportive va également participer à la recherche historique. C'est tout un programme, hein, comme vous le pensez bien. Donc au niveau des arts martiaux, on a la chance d'avoir un certain nombre de textes, d'écrits et de sources iconographiques, ce qui va vraiment faciliter la démarche de recherche, même s'il y aura toujours une part d'interprétation. En effet, à partir d'écrits, il va falloir retrouver des mouvements, des positions, et tout un tas de choses qui sont pas évidentes, tant pour un historien, si on se base du point de vue historien, que pour un escrimeur moderne. Donc il faudra vraiment trouver une position médiane, en fait, entre ces deux pôles. Donc cette part d'interprétation, elle va aller en grandissant si on remonte aux périodes pré-médiévales, où les sources écrites vont être de plus en plus diffuses, lacunaires, voire quasi inexistantes. Les méthodes de la pratique tiennent également compte des traductions des sources anciennes, de la reconstitution du matériel, et s'accompagnent toujours de commentaires sur les sources utilisées. Donc, dans les faits, un cours d'arts martiaux historiques européens, c'est pas un maître qui apprend à des élèves, mais ça va être plutôt des communautés qui vont se réunir, étudier et commenter des textes de manière collective, avant, pendant et après leur mise en pratique par l'exercice physique. D'accord. Donc avec son lot de retours critiques, de débats concernant la partie interprétative, parce que du coup c'est une chose de suivre les textes, mais c'est parfois un vrai défi que de les appliquer. Et à l'époque, les arts martiaux, c'est pas des livres hein, qui enseignent les arts martiaux, ce sont des personnes, des maîtres d'armes, dont c'est vraiment des spécialistes hein, du combat, c'est leur métier à ces gens-là. Donc du coup, on va reprendre un peu la base, qui vont être les traités qui parlent de ça, et qui vont se concentrer principalement pour les plus solides, hein, ceux où on a le plus d'informations, ça va concerner la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, qui va fournir une grande quantité de traités, que ce soit d'escrime, de lutte ou de combat à l'arme blanche de toutes sortes. Ils sont écrits pour les élites, donc souvent c'est des commandes, donc des seigneurs, des riches qui vont cette tradition en fait va durer jusqu'au 19e siècle, et les traités vont peu à peu être remplacés par des manuels qui vont être destinés directement aux armées et aux soldats, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qui constitue du coup la limite temporelle du champ d'étude des arts martiaux historiques européens. D'accord. Donc ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait on va avoir une période de 19e où va se côtoyer l'escrime sportive et l'escrime militaire. Oui. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait les deux vont diverger parce qu'en fait leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Pour ma petite expérience, moi j'ai commencé par la pratique de l'épée longue, donc l'épée à deux mains, celle des chevaliers, selon Fiore dei Liberi, un maître d'armes italien de la seconde moitié du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Donc, à cette époque, il y a deux courants d'escrime qui vont se distinguer en Europe, l'école italienne, dont Fiore dei Liberi est le précurseur, et l'école germanique, dont les maîtres les plus importants vont être des maîtres d'armes aussi très très connus, comme par exemple Johann Lichtenauer, puis Joachim Meyer, qui va constituer vraiment la personnalité la plus importante de l'escrime au XVIe siècle dans le monde germanique. D'accord, ok. Donc ces trois maîtres d'armes sont à peu près les plus étudiés, je dirais, dans la pratique des arts martiaux historiques européens de nos jours. Donc ces deux traditions, italienne et germanique, elles vont dominer le monde de l'escrime européenne jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Elles vont présenter des similitudes, mais également des différences, notamment au niveau des techniques. Il va y avoir des techniques qui se retrouvent uniquement dans une tradition ou dans une autre. La tradition italienne, par exemple, elle va donner naissance peu à peu au combat à la rapière, qui sera repris par la suite dans les traités français. On va parler d'escrime à la française, avec notamment l'usage du sabre aussi. Et ça va avoir une influence considérable au XVIIe et au XVIIIe siècle. Quant à la tradition germanique, elle va développer tout un tas de styles de combat très différents, avec des armes aussi qui vont être très différentes, qui vont des immenses espadons, qui sont des épées qui font plus de 2 mètres de haut, à des armes comme des grands couteaux, hein, qui s'appellent des Dussac, ou alors des Messer, qui sont des armes que l'on retrouve que dans le monde germanique, qui était assez friand d'armes blanches, hein, à l'époque de la fin du Moyen-Âge. Donc l'influence de l'école germanique, elle va un petit peu décroître après le XVIe siècle, bien qu'il va quand même exister une tradition de rapière germanique. Donc on peut d'ailleurs citer, petite anecdote intéressante, on peut citer le peintre et graveur que vous connaissez probablement tous, hein, Albrecht Dürer. Je sais pas si ça vous parle. Là, comme ça, pas trop, je dois l'avouer, mais attends. C'est tapez Albrecht Dürer sur Google, vous allez tout de suite le connaître. Ah bah il est venu direct. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Et bien c'est cet artiste, en fait, qui est un artiste de la Renaissance dans le nord de l'Europe, il a aussi écrit
et illustré des traités d'escrime. Donc on peut, même s'il n'y a aucune source qui le démontre, on peut supposer que lui aussi était peut-être un maître d'armes, ou au moins un escrimeur suffisamment reconnu pour pouvoir écrire sur le sujet. D'accord, oui, tu me diras, ça se tient. Mais retournons à l'Italie pendant notre fin du XIVe siècle et début du XVe. Donc Fiore de' Liberi, il écrit un ouvrage, un traité qui s'appelle Fior di Battaglia, qui veut dire la fleur de bataille, et qui va être l'une des sources les plus riches et les plus anciennes sur le combat médiéval. En fait, ce traité, il le publie en 1404, donc ce qui est quand même assez tôt. Bon, pour la période médiévale, c'est assez tard, mais c'est vrai qu'au niveau des sources historiques sur le sujet, c'est quand même assez tôt. Voilà, cette partie n'a plus aucun sens. Donc en plus de l'épée longue, le traité il va parler aussi de la lutte, du combat à la dague, du combat au bâton, à la hache, à la lance, et aussi des techniques lorsque les combats opposent ces différentes armes. Donc ils vont par exemple nous apprendre à nous battre à l'épée contre une lance, à la hache contre un bâton, etc. Et comme la plupart des traités à cette époque, il s'agit d'une commande destinée à la noblesse, et même si ce livre il reste entre les mains des puissants, l'enseignement, lui, il va toucher toutes les couches de la société lorsqu'il s'agit de former des guerriers. C'est pour ça qu'on retrouve des soldats, surtout après la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, qui sont aussi issus des classes populaires. D'accord, ouais. Du coup, gardons en tête que le combat médiéval, il peut paraître assez brutal, mais que les techniques, notamment celles de l'épée longue, sont suffisamment subtiles et efficaces pour que l'essentiel ne repose pas uniquement sur l'usage de la force. Ce qui est un peu briser une idée reçue, parce qu'on s'imagine qu'une épée, une grosse épée à deux mains, ça va être un truc assez lourd pour des gars costauds, mais en fait c'est une arme qui est assez légère. Une épée longue, ça pèse entre 1,5 kg et 3 kg. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt très très maniable d'ailleurs, et assez léger. Dans la pratique des arts martiaux historiques européens, on utilise des épées en acier, en fer, mais on va, pour s'entraîner, utiliser des simulateurs, donc des répliques qui vont reproduire le poids, qui vont reproduire la forme de l'arme, qui sont en nylon. En fait, elles sont moins dangereuses et donc beaucoup plus adaptées aux séances d'entraînement. Avec une épée en acier, toucher un adversaire sans armure suffit la plupart du temps à le mettre hors de combat. Ce sont des armes qui sont très très dangereuses. Il existe également aussi des prises pour le combat rapproché, ou l'usage d'armes secondaires comme la dague, ce qui explique pourquoi les traités, en fait, ils vont pas parler d'une arme unique, mais de plusieurs styles d'armes différents, parce qu'un combattant accompli de cette époque, il doit savoir manier tout un tas d'armes pour pouvoir survivre à une bataille, simplement. Ce qui est relativement logique. Oui, c'est clair, mais c'est ça. Si on on va parler un petit peu du principe de l'épée longue. Donc le principe de l'épée longue, c'est d'allier en fait des mouvements qui vont être très précis, avec beaucoup d'agilité, tout en profitant de la forme de l'arme et de son allonge pour donner des coups d'estoc, ou alors des coups par exemple en couronné, c'est-à-dire des coups circulaires portés au niveau de la tête. Avec une main, en fait, on va tenir l'arme, et avec l'autre main, enfin souvent c'est avec la main gauche on tient l'arme, et avec la main droite on manie, enfin plutôt l'inverse d'ailleurs, ça dépend si on est gaucher ou droitier, et comme ça, on va pouvoir guider des mouvements de manière assez efficace. On peut même des fois saisir l'arme de son adversaire, ou alors sa propre arme, on peut saisir la lame pour effectuer tout type de prise. Donc il y a des techniques qui sont très nombreuses et assez précises, et on peut imaginer que, vu que ce type d'arme a perduré quand même pendant des siècles, ces techniques ont su prouver leur efficacité à l'époque. C'est ce qui ressort aussi des traités. Donc son seul désavantage à l'épée longue, je dirais, ce serait la longue formation nécessaire pour être efficace au combat. En effet, si moi j'ai une épée longue et que mon adversaire aussi, ça va être souvent le plus expérimenté des deux combattants qui va remporter le duel. Donc il est à noter que certains traités développent aussi l'usage d'outils agricoles en tant qu'armes. Donc on peut noter des traités qui parlent de faux, de faucilles, de fléaux, mais vraiment les outils agricoles, pas des armes de combat. Et du coup ça peut paraître étrange, mais si on repart un peu dans notre contexte de la Renaissance, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, ça prend sens parce que en fait on a les guerres d'Italie notamment. L'Italie, c'est là où on a pas mal de maîtres d'armes, et les guerres d'Italie sont faites souvent par des mercenaires, ce qui est coûteux, pas forcément pratique, et entraîner la population locale peut présenter des avantages qui sont certains dans le cas de guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des maîtres d'armes qui se sont penchés sur la question, et pour former un peu la populace, ils ont pris en fait les outils qu'ils avaient pour en faire des armes. D'accord. Ah ouais, c'est cool ça.
Ouais, c'est hyper intéressant. Ah, finalement, c'est assez logique vu qu'on envoie des grouillons, puis en plus de ça, limite, ils prennent leurs armes chez eux, quoi. Oui, c'est ça, Ça c'est fait des ça. économies. Exactement, mais tout à fait, c'est exactement ça. Si Non, vous ouais, avez mais faut vu, si réfléchir, vous hein. avez lu le Prince de Machiavel, par exemple, il y a tout un chapitre où il fait un peu la critique de l'usage du mercenariat et il va vanter les mérites d'avoir une armée qui vient bien de chez soi et recrutée parmi sa population. Ceci étant dit, j'ai également pratiqué donc pas uniquement l'épée longue parce que c'est quand même, enfin c'est très cool, mais je voulais aussi voir un peu ce qui se faisait et j'ai pratiqué aussi le sabre selon la méthode d'Alfred Hutton. Alfred Hutton, c'est qui? C'est un officier et un escrimeur anglais du 19e siècle et du coup j'ai étudié son traité qui s'appelle Cold Steel, donc publié en 1889. Donc la démarche de Hutton, elle est assez singulière, puisqu'en fait on peut considérer le personnage lui-même comme une figure un peu fondatrice des arts martiaux historiques européens, bien qu'il ait vécu au 19e siècle. En fait, en tant que militaire, il va chercher à rendre accessible le combat au sabre pour former facilement les soldats de la reine, et du coup pour ce faire, en fait, il va se plonger dans les traités anciens et réaliser une importante synthèse de l'escrime telle qu'elle fut pratiquée depuis le Moyen-Âge, donc depuis les maîtres italiens et allemands. Et du coup, il s'agit d'une grosse démarche de recherche qu'il va faire afin de tirer le mieux de tous les traités combinés et les allier en fait à la pratique contemporaine de l'escrime de son époque. Le truc c'est qu'avec sa mort en 1910, personne va vraiment reprendre le flambeau de son travail et du coup il faudra attendre le développement des arts martiaux historiques européens tel qu'il est pratiqué aujourd'hui pour avoir une démarche similaire. Je sais pas si on peut dire que c'est un précurseur, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui était dans ce truc, dans l'escrime ancienne, parce qu'il a accumulé énormément de choses dans ses recueils et ses traités. Et d'ailleurs sa connaissance des styles anciens était si impressionnante à l'époque qu'il va aller jusqu'à conseiller Ah ouais. des acteurs de théâtre pour rendre les scènes de combat plus réalistes lors des pièces. Ouais, c'est assez fou, il a formé des acteurs. C'est fou ça. C'est un peu Ouais, finalement, comme ça si... ressemble pas mal maintenant aux gars qui Bah, les entraînent acteurs de maintenant, quoi. les C'est ouf. escrimeurs. Oui, Ouais, c'est exactement dans ce ça, genre de autre. c'est exactement ça, c'est un peu le même délire, c'est avec les gens qui entraînent Ouais, Star s'entraîner au Wars, les sabre, gens ou les mecs qui ont entraîné qui Viggo pratiquent le Mortensen pour kendo, être qui vont entraîner les Aragorn, des mecs, trucs comme ça, c'est quoi. clair. Mm. C'est trop classe. Mm. C'est ça, c'est Ouais. un peu ça. Et du coup, il va aussi participer à l'essor de l'escrime sportive, hein, qui est vraiment en pleine ébullition à l'époque. Donc dans son traité Cold Steel, il va présenter en fait une combinaison des méthodes françaises et anglaises de la pratique du sabre, telle qu'elle est pratiquée depuis le XVIIIe siècle, et des méthodes de duel développées en Italie. Donc le manuel, il se veut très exhaustif. En fait, il y a beaucoup d'exercices, il y a aussi un historique sur l'escrime, il y a des descriptions qui vont être très précises et aussi des illustrations. En fait, tout est très facile à comprendre, même si l'anglais qu'il utilise, il a un peu vieilli. Des fois, on peut se demander le sens de certains mots, mais en fait, ça reste accessible. En fait, c'est pratiquement une méthode clé en main pour se battre au sabre, un Cold Steel. Je vous recommande de jeter un œil si ça vous intéresse. L'avantage, c'est que tous les traités dont je parle depuis le début, en fait, ils ont été pour la plupart numérisés et ils sont accessibles en libre accès sur Internet. Donc, vous pouvez télécharger des PDF et voir aussi les images, hein. Des fois ça peut être assez marrant. Du coup, on va retrouver des manuels équivalents qui circulent dans les écoles militaires à la fin du 19e, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, moi je me rappelle avoir consulté aussi des manuels des années 1900 qui sont destinés à l'armée américaine ou à l'armée française, hein, notamment pour la cavalerie. C'est des choses qui étaient en usage, hein. Et bon, après 1914, ça n'existe plus, on se bat plus au sabre, hein, dans l'armée, mais c'est assez marrant de voir que les soldats ont été formés jusqu'à assez tard, hein, mine de rien. Donc le principe du sabre, il va reposer sur plusieurs facteurs. C'est d'abord une économie en fait de mouvement qui est facilitée par le design même de l'arme, ce qui permet des assauts et des repositionnements très rapides, notamment grâce au mouvement du poignet qui est d'ailleurs protégé, hein, le plus souvent. L'arme, elle est très légère, on est sur 750 grammes, 1 kg à peu près, donc c'est vraiment vous portez ça comme un bâton, et ça reste facile à enseigner. Le tranchant d'un sabre, c'est mortel, ça cause des blessures atroces, ce qui en fait une arme extrêmement dangereuse, hein, d'ailleurs, et son usage, il va être généralisé dans toutes les armées européennes depuis le XVIIIe siècle. Il y a pas photo, je pense que c'est une arme qui a prouvé aussi son efficacité, hein, sur le champ de bataille. Et Hutton, d'ailleurs, il va théoriser le combat aussi à la baïonnette, hein, et former des officiers et des soldats tout au long de sa vie.
Donc voilà, ma chronique va toucher à sa fin. Donc on a vu la pratique des arts martiaux historiques européens et une partie de son histoire. On a fait qu'effleurer le sujet, c'est un sujet qui est très 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 vaste, mais je voulais qu'on aborde certains sujets avec vous, enfin je voulais aborder des trucs avec vous, et notamment dans la fiction, la culture populaire, les techniques d'escrime ou de combat anciens sont souvent sujettes à fantasmes, à des idées reçues et à des préjugés. Donc du coup, je voulais en profiter pour lancer des mini-débats. Je me suis posé quelques questions, je les ai écrites, et pourquoi pas remettre en question des visions romantiques et fantasmées qu'on a du sujet. Première question, est-ce que vous avez des visions fantasmées ou stéréotypées des combats anciens ou des schémas préconçus? Alors évidemment que oui, j'imagine. Le cinéma faisant, la culture, on va dire... faisant, bah évidemment quoi. Bah je pense clairement que oui, spécialement pour ce qui est du combat médiéval avec le Seigneur des Anneaux ou tous les films d'heroic fantasy où on se bat pas du tout comme ça à chaque fois. Ouais. Oui, avec pour exemple, voilà, c'est normalement une épée, elle s'émousse finalement assez vite avec le sang, tout ça, machin. C'est pas un gars, il va buter à peu près 40 gars dans une bataille avec toujours son épée qui coupe aussi bien. C'est vrai. C'est ça, et puis surtout c'est très fatigant. Enfin, après c'est vrai qu'il faut remettre en contexte. Je pense que quand c'est ton boulot de tuer des gens, tu dois avoir plus d'endurance. Ouais, mais c'est vrai que souvent, comme tu disais, 1 à 3 kilos, alors effectivement ça va au départ, mais à mon avis tu bazardes ça pendant 3 heures. Plus le combat dure longtemps, plus ça va être à celui qui va faire une erreur qui va se prendre des coups. Bah, surtout qu'on parle du poids de l'arme, il y a aussi le poids des armures, des cottes de mailles, des machins comme ça aussi, quoi. Tout à fait. Alors, le combat en armure, d'ailleurs, c'est pareil un peu une idée reçue. Une armure complète en plaque, ça pèse maximum 20 kilos. C'est assez... Oui, d'ailleurs, il y avait eu un test il y a pas longtemps, je crois, où ils avaient testé qu'un mec en armure arrivait plus facilement à faire un parcours de militaire qu'un militaire avec son pactage actuel. Ah ouais? Ouais. C'est marrant, effectivement. C'est combien un militaire à peu près? Bah du coup c'est plus de 20 kilos, ça doit être 20, 40. La plupart du temps, ouais, c'est 20, 30. Enfin après c'est le pactage qu'ils font justement pour qu'ils en chient, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas... Parce que le gars, il part 2 jours dans une ville de Norvège, ils vont pas lui mettre un pactage avec les trucs pour le réchaud, je sais pas quoi. Ah ben voilà, c'est un exemple. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est le truc un peu... C'est clair. Non mais c'est ça, c'est 20 kilos. J'ai un pote qui fait du combat médiéval et il me disait c'est à peu près 20-25 kilos l'armure et c'est ça qui est le plus lourd à porter, pas l'arme. Ouais, c'est ça. Et se mouvoir avec quand t'es sur le sol et que tu veux te relever, c'est pas si facile que ça. Bah non, ça fait quand même un poids supplémentaire, quand même pas mal, c'est sûr. Il y a une vidéo où c'est deux mecs en fait qui se battent en armure avec des méthodes de combat médiéval. C'est assez intéressant à voir parce que tu vois que t'as quand même une certaine liberté de mouvement et on est loin de l'image un peu d'Épinal de la grosse carapace bien sûr, qui te maintient sur place. Alors, est-ce que c'est des Russes? Je sais plus, je ne sais plus du tout. Parce que apparemment les Russes dans le combat médiéval c'est des espèces de malades, ils se battent avec armes blanches bien émoussées, enfin bien aiguisées et sans avec très peu d'armure. Enfin, très dangereux. Ouais, je pense que... Non mais en même temps, quand dans ton pays la vodka finalement c'est plus facilement buvable que l'eau, effectivement on peut s'attendre à une certaine dose de recklessness, on va dire. On parle bien de stéréotypes. Oui, c'est parfait. Et du coup, j'avais d'autres questions. Ouais, est-ce que vous pensez qu'il y a des styles de combat qui, dans l'histoire, sont supérieurs à d'autres? Et pourquoi aussi on aime tant les oppositions qui sont complètement absurdes, comme par exemple des samouraïs contre les chevaliers, des vikings contre des pirates, des ninjas contre des égyptiens ou je sais pas quoi. Parce que tout le monde il aime bien dire que non mais moi mon truc il est meilleur que le tien. Je pense au jeu For Honor, je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Non. Il y a Chevalerie aussi qui est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est fun en fait. Mais surtout que ça a aucun sens. Tu sais que ça se passera jamais et en fait, du coup, y a ça aussi. Il y a le côté fun de se dire ah tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne un chevalier contre un samouraï. Mais effectivement, genre il y a pas lieu de dire lequel est meilleur par rapport auquel parce qu'ils ont été inventés pour lutter contre quelque chose. Donc si on les fait lutter contre autre chose que ce pourquoi ils ont été créés, forcément c'est pas le plus adapté. C'est tout à fait ça, un style ça se développe autour d'un contexte précis. En fait, c'est comme tout dans l'histoire, tu peux pas enlever le contexte. Ce serait comme dire tiens, je vais faire affronter Gengis Khan contre Hitler quoi, tu vois, enfin c'est pareil. Ouais, ça n'a pas de sens. Quoique moi je payerais pour voir ça, honnêtement. C'est clair. Gengis Khan avec juste ses gosses et contre... Non mais tu vois l'armée entière de Gengis Khan contre juste une Panzer Division, tu vois, pour voir ce que ça donne. Waouh.
Je pense que c'est la Panzer Division qui gagne. La Pologne l'a prouvé, mais. Ouais, je pense. Ouais. Mais il y a quelques œuvres qui sont parties un peu de ce principe-là. Donc il y a un manga qui me vient en tête où justement c'est l'armée japonaise qui va globalement dans un monde d'heroic fantasy. Et du coup d'un côté ils ont des tanks et de l'autre ils ont des lances. Tout a déjà été fait, c'est incroyable. Forcément ils se font un peu marave. Mais du coup c'est pas rigolo parce que c'est littéralement un massacre. Donc alors des fois oui c'est vrai que c'est tellement énorme et tellement archétypal que ça en devient absurde et un peu spectaculaire. Je pense aux jeux vidéo aussi, Soul Calibur, par exemple, la série des Soul Calibur. Moi, je la trouve géniale, mais c'est vrai que ça oppose des styles de combat, mais tout est démentiel. Sans parler de la physique des implants mammaires de ces héroïnes, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas très très réaliste. Enfin, il faut dire aussi quand on se bat à l'épée, il y a beaucoup moins d'étincelles rouges et violettes dans tous les sens. Mais oui, c'est ça. C'est vrai que quand on enlève... Il y avait pas un jeu comme ça sur PC qui allait sortir ou qui va sortir qui voulait faire un combat médiéval vraiment très fidèle? Si, on en a déjà parlé ici, c'est Kingdom Come. Qui se veut se rapprocher le plus près de ce qu'était réellement le Moyen-Âge, en tout cas en Europe de l'Est. Bah, il est sorti, je crois. Ouais. Et apparemment il est pas mal. Après bon, faut aimer faut aimer. Tu sautes d'une mauvaise pierre, ah mince ma cheville. C'était un débat qu'on avait eu justement. C'est dans l'épisode est déjà sorti d'ailleurs. C'est l'épisode 5 qu'on a fait avec Jules où on parlait de merveilleux scientifiques et où il avait posé la question suivante à un moment donné de est-ce que vous accepteriez de jouer à un jeu qui est extrêmement réaliste ou non. Ce à quoi moi je me souviens avoir répondu dans une certaine mesure parce qu'en fait à la base on jouait à un jeu pour du fun et si au bout d'un moment ça devient juste Medieval Simulator ou Samurai Simulator, peut-être que ça retire l'intérêt. Ça autant le faire en vrai plutôt que dans un jeu vidéo du coup, quitte à faire de la simulation. Mais vu le succès de certains jeux du genre agriculteur simulator ou conducteur de train simulator ou autre, on se dit que il y a quand même un public. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un public, mais la question, mais je sais que moi je ne fais pas partie de ce public-là. C'est ce que je disais, c'est que c'est pas moi non plus. Je préfère quand c'est simple et que j'ai un combo à faire et ça tape et c'est pas grave, c'est pas réaliste quoi. Et on clique le plus de fois sur le bouton de la souris pour... après, c'est plus, ce qui est plus exact de dire, c'est que on a envie d'avoir une sensation de réalisme, mais sans avoir tous les trucs chiants. Je pense que c'est très bon très bien. Parce qu'effectivement, dans Kingdom Come, il faut boire, il faut manger, si jamais, tu peux être malade, tu peux te casser la gueule et puis avoir mal à la cheville. Moi, je trouve ça, pas top. Je trouve que ça réduit justement le fun de la situation. Donc, tous les goûts sont dans la nature d'une certaine manière. Ouais. C'est clair. C'est vrai. Ça ne se vendrait pas. De toute façon, s'il y avait pas de gens qui achetaient, ça sortirait pas. Alors, du coup, ma chronique touche à sa fin. Juste une dernière anecdote. Est-ce que vous savez que dans la vraie vie, il y a déjà eu des samouraïs qui se sont battus contre des guerriers occidentaux? Et à plusieurs reprises dans l'histoire. Ça devait être lors de campagnes de Corée ou de Chine, j'imagine. Alors en fait c'est arrivé, il y avait un mec qui s'est amusé à essayer de trouver des sources historiques qui parlaient de ça. C'est arrivé en fait, je crois à l'époque d'Edo, donc au XVIIe siècle. C'est des Espagnols qui se sont battus contre des pirates. Donc ça a été une fois des pirates japonais, tout à fait. Donc ça a été une fois où il y a ces deux styles de combat qui se sont opposés. Et sinon, c'est également arrivé aussi pendant la guerre qui a opposé le Japon à la Russie, en 1904 et 1905. Et oui, sauf qu'on se battait déjà, le Japon il y avait quand même une technologie très occidentalisé, donc ils se battaient avec des canons, des bateaux, etc. Mais il y a des officiers russes... Et je suppose qu'au cas qu'ils avaient gardé leur truc de base, quoi. Plus que ça, en fait, c'est des officiers russes et des officiers japonais, c'est arrivé, je crois, à 2 reprises, qui ont décidé de se battre en duel pour épargner leurs hommes. C'est hyper classe. J'avoue. C'est hyper classe et c'est très renseigné. Et bon, le truc c'est que le Japon a quand même gagné la guerre, mais au combat au sabre, donc sabre occidental contre sabre japonais, après il faut compter aussi sur l'expérience des combattants, etc. C'est les officiers russes qui ont gagné. D'accord. Donc en duel, ouais. Ça casse un peu parce que j'imagine qu'ils sont plus souples dans leurs mouvements avec un sabre du début 20e, quoi. Et c'est exactement ça. En fait, je sais pas si vous avez déjà tenu un katana. Le katana, c'est lourd. En fait, c'est surtout que l'art du katana, c'est l'art de tuer en un coup. Parce que souvent les lames à l'époque, elles étaient super fragiles, ce qui fait qu'il fallait tuer en moins de coups. Le sabre occidental a énormément évolué, que ce soit par exemple du 17e au 19e, en 200 ans, le sabre a plus rien à voir. Le katana, on reste sur tout est lié à la culture japonaise, qui est un peu assez statique. Le sabre, il a quasiment pas évolué en 1000 ans.
Donc ça aussi, c'est vrai que ça joue. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai été dans un musée qui présentait toutes les armes. Alors c'était chiant comme la pluie, mais qui présentait avec le truc, par exemple, de l'onde, ce qu'ils appellent le hamon, c'est-à-dire la petite vaguelette sur le truc. Attention, ce que tu vas dire. Alors j'ai étudié les katanas pendant mes études. J'ai écrit quelques pages de mémoire. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Mais bon, c'était pour faire plus simple. Mais t'as raison. C'est juste pour me faire chier, en vrai, mais t'as raison. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une super anecdote, ça, cette histoire de combat à la fois de pirates, mais surtout le côté dueliste russe versus Japon est très cool. Ça donne envie presque d'en voir un film. Si quelqu'un peut le faire. Un bon entendeur. Alors, voilà. Alors Marc, il existe un film russe. Oh non. Je vous jure, il y a un film russe qui parle de la guerre russo-japonaise. Je l'ai pas vu parce que ça a l'air d'être très très chiant et surtout très mal fait avec beaucoup de fond vert. Mais après je sais même plus son titre ou quoi. Mais d'accord. Ce serait intéressant de faire un truc un peu à la Clint Eastwood, avoir deux films, un film côté russe et un film côté japonais. Oui, comme Iwo Jima. C'est ça, ouais. Exactement. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ouais. Et c'était super intéressant en tout cas, bravo, franchement. Il parle bien le petit, parle bien. Petits applaudissements. Merci Max. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.